Margot, gynéco-obstétricienne au CHU de Toulouse. Bienvenue pour ce 4e et dernier podcast de notre série de 4 podcasts sur les nausées et vomissements graves de la grossesse. Dans ce podcast, nous abordons les multiples façons de prendre soin de soi en cas de nausées et vomissements graves et la coopération avec les soignants. Bonjour, je suis Dominique, je suis diététicienne à la maternité et on voit régulièrement des dames qui ont des vomissements fréquents pendant la grossesse et on essaie de les conseiller au mieux. On va vraiment insister sur le fractionnement, c'est-à-dire qu'elle essaie de manger en permanence, de jamais laisser l'estomac vide, donc de faire des petites quantités mais souvent au cours de la journée. De bien s'hydrater, mais plutôt en dehors des repas. Et on va aussi insister au début sur qu'elle arrive à remanger, donc vraiment que la dame, elle arrive à écouter ses envies. On n'est pas du tout sur l'équilibre nutritionnel au départ, on est reprendre l'envie de manger, confiance à l'alimentation. Et ces envies, par contre, on dit plutôt d'essayer d'éviter les aliments trop gras, trop épicés, et éviter aussi les odeurs. Voilà. On leur conseille souvent aussi d'essayer de se reposer. Et par rapport à ça, si elles peuvent faire préparer les repas par quelqu'un d'autre, donc soit le conjoint, soit la maman, soit une amie, ça peut les aider sur quelques jours pour reprendre confiance en elles. Et dans un deuxième temps, c'est quand vraiment il y a une reprise de poids, que ça se passe bien, qu'on va plus essayer de les conseiller là sur l'alimentation équilibrée et bien couvrir ses besoins nutritionnels. Je suis une des médecins de la maternité Paul de Villiers. Ce qui est difficile avec les vomissements du premier trimestre, c'est qu'il existe plein de traitements possibles. En revanche, tous les traitements ne vont pas à chaque patiente et parfois il faut essayer plusieurs traitements pour trouver le bon et celui qui va au mieux soulager les symptômes des patientes. Beaucoup de traitements existent, on peut les associer et on peut aussi tâtonner pour trouver le traitement le plus adapté. Donc c'est hyper important de revenir nous voir si les traitements ne sont pas adaptés et il existe une application qui nous permet de suivre les patientes pour adapter le traitement le plus tôt possible quand les nausées et les vomissements reprennent. Parfois, les nausées et les vomissements sont tellement intenses que les patientes n'arrivent plus à s'alimenter et à s'hydrater. Donc on passe par une hospitalisation qui en général est assez courte, qui dure 2-3 jours et qui permet d'obtenir une réalimentation et ensuite d'adapter les traitements pour que la patiente puisse sortir à domicile avec les traitements qui lui permettent de manger. Parfois même une hospitalisation à domicile est nécessaire pour suivre l'hydratation et qu'elle puisse être confortable à domicile. Alors aujourd'hui, ce qui est très difficile avec l'hyper-MS gravidique, c'est que c'est une maladie pour laquelle nous n'avons que des traitements symptomatiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas guérir les femmes de l'hyper-MS gravidique et je pense très important de leur dire cette phrase « je ne vais pas vous guérir de l'hyper-MS gravidique ». Dans les formes sévères, en tout cas, je leur dis souvent aux femmes que je vais les aider à passer un cap difficile, mais que ça va nécessiter parfois beaucoup d'ajustements, beaucoup de petites cuisines, à la fois un accompagnement très fort où il ne faut pas les laisser complètement livrées à elles-mêmes et en même temps une grande autonomie de gestion des médicaments en restant relativement souple sur la manière dont elles les utilisent, en privilégiant à la fois une réduction, voire une disparition quasi complète des symptômes et en même temps la possibilité que les symptômes puissent persister et aussi que les traitements altèrent la qualité de vie. Ça, c'est vraiment très important de tenir compte du ressenti de la femme, d'être très présent, très proactif pour ajouter un traitement, changer un traitement, informer, rassurer, parce qu'elles vont recevoir de partout des informations qui sont complètement divergentes.
un pharmacien ou un gynéco qui va dire mais je ne comprends pas que vous ayez autant d'antiémétiques, ou quelqu'un qui va dire mais le Vogalène, attention, c'est contre-indiqué chez les femmes enceintes, qui sont en fait des fake news qui peuvent vraiment l'inquiéter. Et on sait très bien que dans cette maladie de l'hyperémèse, une des grandes difficultés, c'est à la fois le sous-traitement par les professionnels de santé, mais aussi le sous-traitement par les femmes elles-mêmes qui s'auto-limitent et qui finalement restent dans leur symptomatologie pendant de longues semaines. Ce qui est très important aussi quand on prépare une femme ou qu'on accompagne une femme au cours de l'hyperémèse gravidique, c'est de prendre conscience qu'elles peuvent avoir une difficulté à solliciter les professionnels de santé. À la fois parce qu'elles ont peur de les embêter, parce qu'on leur a dit à un moment ou à un autre que c'était peut-être dans leur tête, parce qu'elles ont peur qu'il n'y ait pas d'autres solutions, parce qu'elles ont peur de prendre des traitements. Alors qu'en réalité, il faut montrer qu'on est là ensemble pour informer, discuter des possibilités thérapeutiques, de dire qu'il n'y a pas un seul traitement qui est adapté à cette maladie, mais que peut-être on va tester l'une, deux, trois molécules qu'on va changer, qu'on va ajouter une nouvelle fois. Et puis, ce qui est très important dans les formes les plus sévères, c'est d'être très proactif, ne pas laisser s'installer des symptômes graves trop longtemps. Je prends souvent l'exemple de la boule qui va rouler dans une pente. Si on la laisse rouler, elle va prendre de la vitesse, elle va aller de plus en plus loin et on mettra beaucoup plus de temps à la remonter que si on agit précocement, et en particulier aujourd'hui avec des prises en charge à domicile autour de prestataires, d'infirmières libérales, comme on le ferait en hospitalisation. Et ça permet vraiment d'éviter que la femme ne soit hospitalisée, elle reste dans son conco familial, dans son environnement, avec des soins qui sont complètement équivalent à ceux qu'on peut proposer en hospitalisation. Et enfin, il faut toujours se dire que l'hospitalisation n'est pas un échec. Il ne faut pas mettre de côté cette possibilité. Une femme qui a 1, 2, 3 enfants, parfois peut avoir besoin d'une pause pour pouvoir se poser, pour pouvoir être requinquée, pour pouvoir être accompagnée avant de mieux retourner chez elle plus forte à domicile. Parfois, on voit des femmes, elles se sentent tellement mal qu'elles sont tentées d'écouter des personnes qui ne sont pas soignants pour trouver des solutions magiques. C'est vrai que c'est tellement difficile qu'on comprend cette attitude. Mais ce qu'on voulait dire, les soignants, c'est que certains produits peuvent être dangereux parce que c'est la période de la grossesse où le bébé est en train de se construire. Donc c'est vraiment important de ne pas prendre de médicaments, de plantes, toutes sortes de potions sans avis médical. Voilà, nous espérons que vous avez été éclairés et aidés par ce podcast. Cette série est maintenant terminée. Merci à tous les intervenants et surtout au réseau Mère-Enfant de la francophonie d'avoir rendu possible ce projet. À bientôt pour d'autres partages de connaissances et d'expériences, nous l'espérons.